Bienvenidos y bienvenidas a la charla ¿Desde cuánto remonta la fecha? Hacer la historia de los eventos de larga duración, organizada por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, en conjunto con el Instituto Francés de Cultura y, por supuesto, el apoyo de la Embajada de Francia en Chile. Hoy en día nos acompaña un destacado historiador francés, Patrick Boucheron, quien es actualmente profesor del Colegio de Francia y es considerado como uno de los máximos exponentes de la actual renovación historiográfica europea. Cuenta con una larga trayectoria académica. Ha dirigido numerosas publicaciones, entre las que destaca su bestseller Historia Mundial de Francia. Así también, en los últimos años, ha reflexionado ampliamente sobre la historiografía y sobre las implicaciones éticas del oficio de historiador. Además de la vertiente académica, es colaborador habitual de la emisora France Cultura y participa en proyectos de divulgación histórica como la serie documental Cuando la historia hace las fechas. En relación a esta serie documental, en esta charla magistral, Patrick Boucheron nos compartirá sus reflexiones en torno al papel de las fechas como puntos de inflexión de la historia. A través de su recorrido, apuesta por comprender la historia no como el custodio de la verdad de una compilación de hechos, sino como una manera de entender cómo se han construido a lo largo del tiempo aquellos grandes relatos políticos y culturales que todavía dan forma al mundo actual. Posteriormente, a su charla magistral, junto al director del museo, Francisco Esteves, conversarán en torno a esta reflexión y en relación al rol de los museos en los procesos de apropiación de la historia por parte de los públicos. Bueno, a continuación le voy a dar la palabra a nuestro invitado para dar inicio a su charla magistral. Bienvenido, Patrick Boucheron. Et à tous, je m'appelle Patrick Boucheron, je suis professeur au Collège de France, j'y enseigne l'histoire du Moyen-Âge et de la Renaissance, disons, et je suis très attaché aussi à enseigner au-delà des arènes universitaires, dans les musées, dans les instituts, dans les théâtres, et c'est justement à ce titre que j'ai grand plaisir à m'adresser à vous aujourd'hui, puisque je suis chercheur associé, on va dire, au Théâtre national de Bretagne à Rennes. Et c'est donc en partenariat avec l'Institut français du Chili et le Musée de la mémoire et des droits de l'homme de Santiago que j'ai grand plaisir à m'adresser à vous aujourd'hui sur un thème qui m'est cher et qui est, je pense, commun à celles et ceux qui s'intéressent non seulement à l'histoire, mais à la manière de la raconter et à la manière de la partager. C'est au fond une réflexion sur la date. Le titre que j'ai choisi pour cette conférence de quand date la date, faire l'histoire des événements de longue durée, peut paraître inutilement provocateur ou presque paradoxal. De quand date la date, de la date même où on l'énonce, et pourtant ce n'est pas si évident. Au fond, rendre plus complexe qu'on le croit, plus problématique qu'on le pense, une manière sagement ordonnée d'écrire l'histoire par date, par chronologie, c'est un peu ce que je voudrais réfléchir avec vous aujourd'hui. Mais d'abord, il me faut présenter mon point de vue, c'est-à-dire depuis quoi, depuis quel type de travail je prétends vous parler de cette question de la date, de cette question de la mise en ordre chronologique du temps, de ces frises qu'on peut avoir envie, voire besoin de froisser et de compliquer. Je suis donc, je l'ai dit, un historien du Moyen-Âge. Et le Moyen-Âge, comme vous le savez, dure longtemps. C'est effectivement la période des durées et des longues durées. Et je suis un historien de mon temps, l'historien fameux Marc Bloch, qui, pour les Français, mais je crois pour beaucoup d'historiennes et d'historiens dans le monde, est une grande référence. Il disait qu'on est fille et fils de ses parents, mais aussi fille et fils de son temps. Alors, je suis né en 1965. C'est intéressant aussi de réfléchir à la question de sa date de naissance. Je me rends compte aujourd'hui que lorsque je dis à mes enfants que je suis né 20 ans seulement après la mort
20 ans seulement, pardon, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui leur paraît, là, pour le coup, d'une autre époque, ça leur paraît étonnant, eux qui sont nés 20 ans après la chute du mur de Berlin. Donc, cette question des durées, je dirais que dans la vie d'un homme et d'une femme, c'est ce qu'on peut éprouver physiquement lorsque l'on vieillit et que l'on se rend compte qu'on s'éloigne de sa date de naissance, cet événement de longue durée dont je parle dans le titre de ma conférence, ce n'est rien d'autre au fond que l'espace d'une vie, d'une existence humaine. Moi, comme je suis historien de métier, si je dois dire en quoi je suis fils de mon temps, je dois dire en quoi je suis fils de mon temps politique, du temps d'une certaine manière intime et historique et comment il se mêle. Par exemple, allons directement au fait, je vais parler du 11 septembre 1973. Eh bien, je m'en souviens. Eh bien, je l'ai vu à la télévision. J'avais 8 ans et j'en ai eu une image. Voilà. Donc, ça veut dire effectivement que lorsque j'en parlerai en historien, je suis obligé aussi à un moment donné de dire à quelle distance je suis personnellement de cet événement. Mais il y a autre chose. Il y a aussi, en tant que, effectivement, je fais profession d'historien, je dois dire devant vous, au fond, de quel moment historiographique je suis le fils. Eh bien, je suis le fils d'un moment où, alors là, on est 65 plus 20, disons, 1985. Qu'est-ce qui se passe en 1985 Qu'est-ce qui se passe quand j'ai 20 ans du point de vue de l'histoire de l'histoire? Parce que je pense fondamentalement qu'on est très longtemps ce qu'on a décidé d'être à 20 ans. Que ensuite, après, il y a des retouches, qu'il y a effectivement des évolutions, des remords, des regrets, des progrès, mais que fondamentalement, ce qu'on est à 20 ans nous oriente et nous guide. Et que c'est important. Et que, au fond, moi, mon travail d'historien, je le dis souvent, c'est d'être redevable à la jeunesse, c'est-à-dire, au fond, aussi à ma propre jeunesse, de ne pas trop décevoir le jeune homme de 20 ans que j'étais et que je suis encore. En 1985, au moment donc où je commence, on va dire, des études d'histoire, meurt Braudel, meurt Fernand Braudel. Et Fernand Braudel, c'est quelqu'un de très connu dans l'historiographie française et mondiale, et en particulier d'ailleurs latino-américaine, c'est l'historien des longues durées. Et dans mon titre, un événement de longue durée, évidemment, il y a une réminiscence braudélienne. Ce qu'on appelle la durée braudélienne, c'est une sorte de conjuration contre l'idée que l'histoire, effectivement, elle se raconte par date. Elle se raconte sagement, scolairement, comme une suite de dates qu'on devrait apprendre, parce que ce que nous a appris Fernand Braudel, et en particulier dans son grand livre, La Méditerranée, à l'âge de Philippe II, c'est qu'au fond, le temps, il ne se déroulait pas, il s'étageait. C'est-à-dire que le temps, d'une certaine manière, il est accumulé et que ce qu'on appelle le présent n'est rien d'autre que du passé accumulé, du passé sédimenté, comme effectivement la géologie nous permet de le voir. Et que ce temps, il était composé d'un temps long, sinon immobile, du moins très ample de cadence, d'un temps qui était plus rythmé. Donc ça, le temps long, on peut appeler ça la structure. Le temps plus rythmé, c'était, on va dire, la conjoncture, les périodes, les grands moments. Et puis l'événement, le temps court, eh bien, c'était ce qui, pour lui, était le plus futile, le moins important. Et il avait, évidemment, c'est quelque chose qui peut... il a beaucoup vu la mer, Fernand Braudel. D'abord parce qu'il allait beaucoup en Amérique latine, au Brésil, mais pas seulement, et qu'à ce moment-là, eh bien, on y allait
en paquebot, donc on a le temps de voir la mer. Bon, c'est effectivement pas aux Chiliennes et aux Chiliens que je vais apprendre cela. Et donc, voir la mer, c'est aussi comprendre qu'il y a voilà, des abysses, des profondeurs qui ne bougent pas, des flux, des courants qui la meuvent, et puis les vagues et l'écume au fond des vagues. Donc, être historien comme je le suis, qui avait 20 ans en 1985, c'est être un historien qui avait appris à se méfier de l'événement, à considérer que l'événement, c'était l'écume des choses, et que l'écume, c'est ce qui effectivement se dépose sur la plage et qui se retire, et qu'au fond, être historien, c'était être historien des profondeurs. Voilà. Donc ça, c'était Braudel. Mais j'ai dit que moi, j'étais un historien médiéviste, et je suis appris à l'être en lisant d'autres historiens. Et en particulier, un historien célèbre aussi, français, pardon, qui s'appelle Georges Duby. Et Georges Duby a fait un livre important en 1974 qui s'appelle Le Dimanche de Bouvines, qui d'une certaine manière est une réhabilitation de l'idée d'événement. Lui, c'était un historien de l'école des annales, un historien brodélien, un historien des longues durées, un historien des structures de l'Occident médiéval. Et puis, par provocation, il a accepté la commande de Pierre Nora d'une collection qui n'avait pas très bonne presse à l'époque, qui était considérée comme une collection d'histoire amateur, où s'exprimaient à la fois des hommes politiques et puis des écrivains. C'était les 30 journées qui ont fait la France. C'était caractérisé comme, ça c'est le nom de la collection, les 30 journées qui ont fait la France. On ne pouvait pas avouer, au fond, je dirais, une conception plus traditionnelle de l'histoire de France contre l'école des annales, comme si une journée pouvait faire la France. Évidemment, un peu absurde. Et ceux qui écrivaient ces livres, c'était soit des hommes politiques, comme Edgar Faure, ou François Mitterrand a toujours dit qu'il écrirait un coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, ce qu'il n'a jamais écrit, soit des écrivains, justement, comme Jean Giono, que la bataille de Pavie, que Duby admirait. Il l'admirait littérairement, il l'admirait politiquement aussi, et je crois qu'il veut à ce moment-là se frotter à cet exemple littéraire. Et c'est très important parce que je vais aussi parler des rapports entre histoire et littérature. Et le Dimanche de Bouvines, eh bien, c'est au fond, je dirais, une manière pour Georges Duby de faire que la victoire médiatique, la victoire scientifique de ce qu'on a appelé la nouvelle histoire soit complète quand elle prend d'assaut la redoute, la Bastille de l'histoire traditionnelle. Pour dire, mais nous aussi, on peut faire l'histoire d'un événement, comme le Dimanche de Bouvines, c'est-à-dire la bataille en 1214, le 27 juillet 1214, par laquelle, effectivement, le roi de France, Philippe Auguste, eh bien, triomphe de ses adversaires, le roi de France, le roi d'Angleterre, l'empereur, le comte de Flandre. Mais évidemment, si c'est un historien de longue durée qui fait l'histoire d'un événement, cet événement devient ce que j'appelle dans le titre de cette conférence un événement de longue durée. Et ce que fait Georges Duby du Dimanche de Bouvines, c'est tout le contraire évidemment d'une histoire bataille. Il ne fait pas que raconter la bataille, il raconte au fond la manière dont la mémoire construit rétrospectivement la bataille. Bien sûr, elle est célébrée du temps même de Philippe Auguste. Donc si je dis
de quand date la date du 27 juillet 1214, je dirais du moment même de la bataille, puisque à côté de Philippe Auguste, eh bien, il y a son historiographe officiel. Il y a celui qui raconte la victoire, qui s'appelle Guillaume le Breton, qui est le témoin et celui qui va écrire et glorifier cette journée. On dit souvent que l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais c'est pas vrai. En réalité, elle peut être écrite par ceux qui accompagnent les vainqueurs, ceux qui effectivement veulent raconter la gloire de ceux qu'ils ont côtoyés et qui, d'une certaine manière, veulent aussi partager cette gloire. Mais ce n'est pas toujours vrai, elle peut aussi, et l'histoire chilienne, justement, nous le montre, être racontée par les vaincus. Et ça, j'anticipe un petit peu. Restons à Bouvines. Bien sûr que l'histoire de la bataille de Bouvines, c'est l'histoire de ce dimanche 27 juillet 1214. Mais c'est aussi l'histoire de tout ce qui advient de cet événement, de toute la mémoire qui se construit et qui la construit comme un légendaire, d'abord royal, puis national. Comment effectivement cette date devient une date de l'histoire du roi, puis de l'histoire de France, puis de la nation française, et va être ensuite célébrée par l'école républicaine. Donc je dirais qu'un événement est ce qui advient de ce qui est advenu. Un événement est ce qui advient de ce qui est advenu. Ça a eu lieu, qui est pour moi l'expression même de l'histoire, ça a eu lieu. C'est-à-dire un peu de temps s'est déposé dans un peu d'espace, il y a un lieu, on peut y aller, mais en même temps, ce lieu, il est sédimenté par tout ce que la mémoire en fait. Il y a des dates qui prennent, comme dans la mémoire, et d'autres qui ne prennent pas. J'en donnerai quelques exemples. Et Georges Duby a une image pour dire cette réhabilitation d'un événement qui devient un événement de longue durée. Il dit au fond, il reprend la métaphore de Braudel, il dit d'accord, il y a différentes profondeurs, mais faire l'histoire d'un événement, c'est comme lancer un pavé dans la mare. C'est-à-dire que ça fait des petites vaguelettes, mais ça fait remonter des profondeurs, des choses qu'on ne verrait pas. Voilà. Donc, j'étais un peu long pour présenter cette question de d'où je viens, mais c'est parce que, évidemment, j'ai plus de plaisir à parler d'autres que moi-même et de décrire un petit peu la façon dont l'histoire se construit, j'allais dire, collectivement. Mais c'est de cela dont je veux parler justement, c'est-à-dire de la manière collective d'écrire l'histoire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui m'autorise, moi, Patrick Boucheron, à vous parler de cette question des dates? Eh bien, le fait que j'ai, depuis, on va dire, 2015, et je vais m'expliquer là-dessus, donc depuis 5 ans, j'ai moi-même, un peu à la manière de Georges Duby, mais sans vouloir évidemment me comparer à lui, j'ai moi-même reconsidéré la question chronologique et tenté à plusieurs reprises de subvertir au fond cette manière ancienne de raconter l'histoire par date, raconter les dates, réciter les dates, pour montrer au fond qu'on peut moderniser cette forme. Et je vais donner 2 exemples, en fait 3, et en fait 4, comme les 3 mousquetaires qui étaient 4. Mais les 2 exemples qui sont, je dirais, en vis-à-vis, c'est un livre qui est paru justement en 2017, que j'ai dirigé,
qui s'appelle l'histoire mondiale de la France et qui avait comme double caractéristique de considérer l'histoire de France au loin, au large, de considérer à la fois que depuis la préhistoire et jusqu'à aujourd'hui, c'est pas toujours la même France et c'est pas toujours le même monde et qu'on pouvait expliquer l'un par l'autre. C'est pas simplement l'histoire de la France dans le monde, c'est l'histoire de la manière dont le monde peut faire la France. Bon. Et on avait décidé de faire cette histoire, qui est une histoire collective, qui est une histoire chorale, qui est une histoire plurielle, par date. Pourquoi? Parce que notre idée, c'était de diffuser l'histoire savante. Et c'est pour ça que j'ai parlé de Duby. Parce que Duby, au fond, voilà, c'est à la fois on va dire, une avancée historiographique et une stratégie politique pour faire que cette avancée historiographique soit partageable, soit diffusable, que le plus de monde puisse effectivement constater son intérêt. Et moi, je me dis que, au fond, c'est très bien d'être prof, d'écrire des livres, etc. Mais il y a un moment où l'histoire doit s'adresser à la vie des gens. C'est pour ça que je vais dans les théâtres, c'est pour ça que je vais dans les musées, c'est pour ça que je voyage, pour effectivement trouver une adresse directe. Et en 2017, dans des conditions que je vais aussi politiquement définir, on avait très envie, un on collectif, un peu générationnel, une centaine d'historiennes et d'historiens, de montrer au fond que notre science et notre art pouvaient s'adresser directement aux gens. Donc, on voulait faire passer de l'histoire savante, écrite par des universitaires, sous une forme assez simple, non intimidante. Et on s'est dit, qu'est-ce qui est le plus simple? Qu'est-ce qui est le plus rassurant? Les dates. Donc, on va prendre des dates et on va en faire un petit peu autre chose. On va raconter l'histoire de l'assassinat d'Henri IV, roi français, 1610, tout le monde croit le connaître, et puis on va faire tourner un peu ça. Et puis, on ne va pas raconter que des histoires qui se sont, d'événements qui se sont passés en France, mais d'événements qui se sont passés dans le monde et qui ont affecté la France. Et c'est comme ça que dans cette histoire mondiale de la France, une historienne qui s'appelle Maude Chiriot a écrit une notice qui s'appelle L'autre 11 septembre sur le coup d'État de Pinochet à Santiago du Chili. Ce livre, L'histoire mondiale de la France, a eu beaucoup de succès, a connu beaucoup de déclinaisons, a été traduit, a été adapté dans une dizaine de pays. Au TNB, au Théâtre National de Bretagne, à Rennes, on a même fait une lecture collective pendant le confinement. On peut entendre en podcast ces lectures par des comédiens. Et cette question du cœur et du corps, à la fois de cette histoire chorale et adressée, elle était au cœur de notre projet. Bon, et puis ça, en même temps, je faisais une autre tentative, aussi liée d'ailleurs à Georges Duby, parce que Georges Duby était un homme de télévision, de raconter l'histoire par date à la télévision. Et ça s'appelle Quand l'histoire fait date. C'est cela aussi qui m'amène à vous. C'est une série d'Arte, produite par les films d'ici, de 30 épisodes, de 27 épisodes de 27 minutes chacun, qui raconte, et je vais en donner quelques exemples tout à l'heure, l'histoire à partir de dates dont on saisit souvent comme, oui, des événements de longue durée, et où on montre au fond que raconter l'histoire, c'est à la fois raconter un événement et se raconter en train de le raconter. C'est-à-dire que l'enquête, ce que j'appelle volontiers l'intrigue
l'intrigue théorique fait partie fondamentalement de la narration de l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que au moment où je vous parle, eh bien, dans quelques jours, le dernier épisode de Quand l'histoire fait date est diffusé sur la chaîne franco-allemande Arte, mais ensuite après elle est disponible longtemps, plusieurs mois, à la fois sur arte.fr et sur YouTube. Et ce dernier épisode, c'est l'autre 11 septembre, le 11 septembre 1973. C'est d'ailleurs assez intéressant de se poser la question, pourquoi cette date chilienne, dont je ne vais pas vous parler, je ne vais pas faire avoir voilà, l'outrecuidance ou la voilà, la naïveté de vous faire la leçon sur le 11 septembre 1973. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que les films de Arte, quand l'histoire fait date, où c'est moi qui parle, un peu comme ça, voilà, je parle pendant une demi-heure, je m'adresse assez simplement aux téléspectateurs. Et ben là, c'était le dernier. Donc c'est 30 épisodes, 27 minutes, vous voyez, ça fait presque 15 heures de télévision. C'est quand même une aventure. Comment finir? C'est une question. Et je disais, ben voilà, en fait, pour l'histoire chilienne, le 11 septembre, on ne peut pas dire ça s'est passé le 11 septembre. Il faut dire ça se passe depuis le 11 septembre. C'est une histoire ouverte. C'est une histoire en cours. C'est un événement en cours, un événement de longue durée. Comment terminer l'histoire? Comment la finir? Comment clore? Comment, d'une certaine manière, considérer une histoire qui est une histoire de destruction, de destruction de la mémoire, en somme, qui n'est pas close. Et j'ai eu envie de ne pas terminer moi-même, de ne pas, parce que je déteste avoir le dernier mot, et de dire le dernier mot, c'est le cinéma documentaire, et c'est en particulier le cinéma documentaire chilien, et c'est en particulier le cinéma documentaire de Patricio Guzmán qui doit l'avoir, qui doit l'assumer. Et on évoque le fait que, voilà, le 11 septembre 1973 est un événement dont le lieu est peut-être le cinéma documentaire, qui est un événement qui a été raconté, qui a été vu à la télévision, mais ensuite documenté par le cinéma, et en particulier comment Guzmán eh bien, fait de cet événement qu'il saisit d'abord par un cinéma du réel, ensuite eh bien, une sorte de métaphore du temps, dans Nostalgie de la lumière, par laquelle on termine, où d'une certaine manière, ce qui est en jeu, bah, c'est la question des apparitions, c'est la question des empreintes, c'est la question très poétique, mais à mon avis aussi très politique, de ce qui reste d'une histoire qui est en cours. Et j'avais voulu m'arrêter là, sous le regard du cinéma. C'est-à-dire me placer sous le regard du cinéma, sous le regard de l'art. Parce que, au fond, je ne suis qu'historien. Donc, sur un événement comme ça, parce que, en plus, je suis un historien français, je n'ai rien d'autre à dire que me mettre sous le regard du cinéma. Alors, voilà pourquoi, effectivement, je ne vais pas vous parler du 11 septembre 1973, mais pourquoi je peux en parler comme français. Pourquoi j'ai choisi de mettre cette date dans une histoire mondiale de la France? Parce que c'est une histoire de ce qu'on appelle la souffrance au loin. C'est-à-dire que ça se passe très loin de la France. Nos pays sont quand même très éloignés. Et c'est, je m'en souviens, considéré en France, en direct, comme une entaille, comme une blessure dans les consciences. Ça nous regarde, ça nous concerne. D'un coup, ce jour-là, le 11 septembre 1973, le Chili est très proche. Le monde
petit. Et alors, il y a des raisons à ça. On peut raconter l'histoire du 11 septembre 73 comme un paroxysme de guerre froide. On peut montrer que l'enjeu à ce moment-là, c'était effectivement de savoir s'il y avait une voie pacifique vers le socialisme démocratique. François Mitterrand, dont je parlais tout à l'heure, était voilà, à ce moment-là en train de construire un programme commun des gauches, et comme toutes les gauches européennes, il y avait voilà, l'idée qu'il y avait peut-être une voie chilienne, un modèle ou une voie chilienne vers le socialisme démocratique pacifique. Bon. Et puis, il y a eu aussi l'histoire des immigrés chiliens. Et le fait que cette histoire, au loin, qui est une histoire d'une cause, eh bien, elle arrive en France directement par l'immigration chilienne. Et j'en arrive au musée. Alors évidemment, le musée de la mémoire et des droits de l'homme de Santiago prend en charge directement ça. Mais une des déclinaisons de cette histoire mondiale de la France, entre l'histoire mondiale de la France et quand l'histoire fait date, il y a une troisième expérience. Je ne veux pas vous accabler, c'est là, mais je dis d'un mot, c'est ma participation en tant que président du conseil scientifique à la refonte de la galerie permanence du Musée national d'histoire de l'immigration. Donc j'en parle parce qu'effectivement nous sommes en partenariat avec un musée. C'est intéressant aussi pour les historiennes et les historiens de profession de travailler avec des musées. Et nous avons refait la galerie du Musée national d'histoire de l'immigration en choisissant des dates. Et en choisissant aussi des dates qu'on appelait des dates épaisses. On est dans l'idée de l'événement de longue durée. Et qu'est-ce que nous choisissons comme date pour l'histoire de l'immigration française ? 1973. Pas parce que l'arrivée des immigrés chiliens est en soi une rupture dans l'histoire de la population française. C'est quelques dizaines de milliers de personnes, c'est important sur le plan culturel, c'est important sur le plan de la conscience politique, mais sur le plan démographique, c'est pas important. Sauf que c'est la première fois qu'on accueille comme réfugiés politiques des personnes qui sont effectivement persécutées dans leur pays, mais dans un pays lointain, qui n'est pas un ancien pays, enfin un pays des ex-colonies de l'Empire français. Voilà. Donc c'est la première fois que, au fond, une cause lointaine change le droit français. Et ça, c'est très intéressant en 1973, parce que, voilà, on peut raconter l'histoire d'une mobilisation citoyenne pour des réfugiés qu'on va accueillir et pour lequel on va changer le droit, et le droit et les associations qui militent pour ce droit, elles existent toujours aujourd'hui. Elles vont ensuite, une année ou 2 ans plus tard, à partir de 74-75, elles vont aussi servir, si j'ose dire, pour l'accueil des boat people. Et on en parle aujourd'hui parce que à ce moment-là, il y a une grande, aujourd'hui, depuis 2015, parce qu'il y a une grande mobilisation. On voit voilà, Michel Foucault, des grands intellectuels français prendre fait et cause pour les boat people. Et aujourd'hui, on relit un peu atterré ces textes parce qu'on se dit, mais donc aujourd'hui, c'est l'indifférence européenne vis-à-vis de la crise du refuge depuis 2015 montre que, d'une certaine manière, la question du proche et du lointain est bien relative, puisque le Chili ou le Vietnam paraissaient en 1973 ou 1975 plus proches de la France que ne l'est aujourd'hui la Syrie. Bon, donc là, et donc on traversait plus facilement l'océan
ou la mer de Chine que la Méditerranée. Donc ça, c'est une question qui devient, vous le voyez, une question vraiment politique. Et puis 1973, pour la France, c'est aussi à la fois le moment où on accueille des réfugiés et le moment où on stoppe l'immigration de travail et où commence, d'une certaine manière, la crise de l'immigration. Donc vous voyez qu'avec une date, on peut faire plein de choses, 73, dans différents contextes, dans plusieurs contextes différents. L'histoire mondiale de la France, le Musée national d'histoire de l'immigration, quand l'histoire fait date, vous voyez que c'est trois expériences d'histoire publique où je me suis impliqué. Et dans les trois, on retrouve justement 1973. Je disais qu'en fait, j'en avais quatre, donc je suis obligé de parler rapidement d'un dernier livre, non pas parce que je voudrais déployer ma bibliothèque devant vous, mais parce que je veux me présenter simplement à vous. C'est un livre beaucoup plus personnel, beaucoup plus douloureux aussi, un livre que j'aurais aimé ne pas avoir à écrire, un livre que j'ai écrit avec un ami mort aujourd'hui, un écrivain, Mathieu Riboulet, un livre donc qui, au fond, noue la question de l'histoire et de la littérature, un livre qui a été porté aussi à la scène, notamment au Théâtre national de Bretagne, à Rennes. Donc tout ça renoue nos fils. Et ce livre s'appelle Prendre date. Et il date de 2015. Vous voyez, encore cette question de la date. Quelles étaient ces dates? Là, c'était les 7, 8 et 9 janvier 2015, lors desquels la France subit des attaques terroristes ou des assassinats politiques, d'abord dans la rédaction de Charlie Hebdo le 7 janvier, et puis ensuite dans une banlieue à Montrouge où une policière est assassinée, et le lendemain dans un magasin communautaire juif qu'on appelle l'Hyper-Cacher, toujours à Paris, où il y a 4 morts. Et je parlais des 30 journées qui ont fait la France. Ces 3 journées ont failli la défaire. Ont failli, d'une certaine manière, détricoter notre histoire nationale. Et moi qui suis un historien de l'Italie, je ne suis pas du tout un historien de la France, j'ai été appelé par cette histoire, et avec mon ami Mathieu Riboulet, écrivain, nous avons décrit ces événements au plus près de la manière dont on l'avait vécu. On a au fond ausculté l'entaille qu'elle faisait dans nos consciences, et ce livre n'est pas vraiment un livre d'histoire, c'est un livre que je ne sais pas vraiment décrire, mais qui porte effectivement pour la première fois, pour moi en tout cas, une interrogation brûlante sur ce qui fait date. C'est le fait que dans nos existences, parfois il y a un pli, et que ce pli, eh bien, il met bord à bord notre existence publique et notre existence privée, et que un événement politique peut être perçu, et ça je pense que les Chiliens le savent très bien, comme un deuil personnel. Voilà. Et que ça fracasse à la fois la question du moi et du monde, de l'intimité et de la publicité, parce que tout est mélangé. Voilà. Et on mène cette histoire jusqu'au 11 janvier 2015,
où 40 chefs d'État du monde entier se donnent rendez-vous dans les rues de Paris, dans une manifestation, c'est pas vraiment le cas, mais enfin en tout cas dans une, c'est pas vraiment le terme, en tout cas dans une occupation de la rue, une procession funéraire où il y a 4 millions de personnes dans la rue, et, et qui décrit quelque chose comme effectivement, au fond, cette étrangeté que, ben voilà, il y a des attentats partout, tout le temps, entre le moment où on a écrit, le moment où on a commencé à écrire avec Mathieu Riboulet et le moment où on a terminé. Il y en a eu d'autres à Bruxelles, à Tunis, à Sanaa, au Yémen. Et donc, le terrorisme, le djihadisme global, c'est bien un événement de longue durée. Et la question, c'est de savoir de quand ça date. Est-ce que ça date de l'autre 11 septembre, du 2001? Est-ce que ça date de la guerre civile algérienne, 1995? Donc il y a toute une question de périodisation. Mais au moment où ça frappe la France, ça frappe aussi quelque chose d'universel dans le monde. Et c'est à ce moment-là, dans le livre Prendre date, que nous revient cette phrase de Jules Michelet: ce ne serait pas trop du monde pour expliquer la France, ce ne serait pas trop du monde pour expliquer la France, qui est en fait l'exergue de l'histoire mondiale de la France. Donc pour moi, tout se noue autour de cette question, et vous voyez comment cette question, elle n'est pas, j'ai commencé à vous parler d'une histoire générationnelle, puis historiographique, puis poétique, mais elle est fondamentalement poétique. C'est-à-dire que poser la question de quand date la date, c'est au fond poser, et j'en terminerai par là, la question de ce que nous pouvons collectivement faire pour, je dirais, assumer une mémoire. Quand l'histoire fait date, la série documentaire, je propose moins une collection de périodes qu'une collection de problèmes, de différents problèmes que pose une date. Il y a effectivement des événements qui sont immédiatement perçus comme événements. Et puis, il y a des événements qui sont reconstruits par l'histoire, qui ne sont rien d'autre que la projection de la mémoire. Je prends un exemple simple. Dans notre collection de dates, on prend la fondation de Rome. Bon, la fondation de Rome, c'est évidemment un mythe. C'est le mythe qui le fixe à un moment donné, le 21 avril 756 avant Jésus-Christ dans le calendrier chrétien. Et là, effectivement, sur une... Alors que bon, on peut dire tranquillement, il ne s'est rien passé probablement ce jour-là, c'est une reconstruction de la mémoire. Face au mythe, on peut poser la question de quand date la date. Donc, faire l'histoire de la fondation de Rome, c'est faire l'histoire du moment où les Romains commencent à dater la fondation de Rome de ce moment-là. Voilà. Et de quand date la date, à ce moment-là, on peut dire du 1er siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Donc ça, c'est le moment, c'est l'histoire ancienne. Donc c'est évidemment extrême comme distance. Mais les distances peuvent être plus rapprochées. Je vais donner, pour terminer, 2 exemples plutôt d'histoire contemporaine, parce que je pense que c'est plus facile, effectivement, d'avoir une vision partagée sur l'histoire du XXe siècle. On a 3 dates dans la série documentaire sur le XXe siècle. On a 1962, on a 1973, on en a déjà parlé, et on a 1991, la libération de Nelson Mandela. 62,
le 17 octobre 61, pardon, justement, le 17 octobre 1961, c'est donc un an avant la fin de la guerre d'Algérie en France, c'est un massacre à Paris d'une manifestation du FLN, du Front de Libération Nationale, qui était le mouvement armé indépendantiste algérien, où il y a beaucoup de morts et qui a longtemps été une contre-mémoire d'autres massacres coloniaux, notamment celui de février 62, du massacre de Charonne, où là, ceux qui se font assassiner par effectivement des répressions policières en 62, ce sont des militants communistes. Or, les communistes ont été longtemps des entrepreneurs de la mémoire. Donc, la mémoire de Charonne a pendant très longtemps occulté la mémoire du 17 octobre 61. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, faire l'histoire du 17 octobre 61 comme événement de longue durée, c'est montrer un événement qui était d'abord occulté, qui était donc effacé ou en tout cas caché par un autre et qui aujourd'hui devient de plus en plus visible. Donc, c'est l'histoire effectivement d'une mémoire, d'une inversion de mémoire. C'est pas du tout le cas de 1973, c'est pas non plus le cas de 1991, de la libération de Nelson Mandela. Mais la libération de Nelson Mandela, qui est évidemment un événement, moi je dirais que c'est la seule bonne nouvelle du XXe siècle. Voilà, c'est la seule, voilà, la voie sud-africaine qui est effectivement la sortie de l'apartheid. C'est évidemment voilà, une date qui, d'une certaine manière, nous fait comprendre ce qui est très important aussi pour la mémoire et les droits de l'homme. C'est le dernier mot des mémoires justement de Nelson Mandela, c'est que l'opprimé se libère pleinement lorsqu'il a libéré son oppresseur. C'est d'une beauté et c'est d'une hauteur de vue presque extravagante, mais c'est comme ça que ça se termine les mémoires de Nelson Mandela. C'est, voilà, je suis libre, je suis sorti de prison, mais je ne serai vraiment libre que lorsque j'aurai libéré mon geôlier, libéré mon oppresseur. Bon. Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire? Ça raconte un événement de longue durée, parce que l'Afrique du Sud a été peut-être le premier pays africain à être colonisé dès le XVIIe siècle, et le dernier pays africain à être décolonisé. Donc c'est l'histoire longue de la colonisation et de la décolonisation. Évidemment, cette question de libérer son oppresseur, c'est quelque chose qui intéresse aussi les Chiliennes et les Chiliens, qui intéresse aussi la mémoire, le musée de la mémoire et des droits de l'homme de Santiago. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer tout à fait, parce que j'avais fait quelques allusions. Est-il vrai que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs? Non. Dans le cas du 11 septembre 1973, avec ce point commun que, d'une certaine manière, ce qui triomphe, c'est un coup d'État réussi. C'est ce que dit un des conseillers militaires américains. Le coup d'État a été réussi, c'est un chef-d'œuvre. Oui, mais c'est tellement un chef-d'œuvre qui met en place un des régimes qui, avec l'apartheid, justement, sera le plus honni du monde, le plus universellement détesté du monde. Ce qui prouve bien que parfois ce sont les vaincus qui écrivent l'histoire. Ce sont effectivement ceux qui, à ce moment-là, sont vaincus, qui gagnent la bataille de la mémoire. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus politique dans cette histoire. Mais pour justement la raconter politiquement, il ne faut pas se contenter d'être historien,
il faut aussi se mettre sous le regard du cinéma, de la photographie, du théâtre, de la littérature. Il faut accepter de se laisser déborder et c'est ce que je tente de faire ici, ailleurs, tout le temps. Et voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et j'espère à très bientôt. Ma la memoria es una construcción social que le da el sentido de pertenencia histórica a las generaciones. Y la oportunidad de poder conversar con Patrick Boucheron es muy significativa porque desde acá, desde Chile, desde el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, tenemos un gran desafío. Y ese desafío es contar la historia de lo que ocurrió en este país a partir del golpe de 1973, del 11 de septiembre de 1973. Pero esa historia se cuenta desde una perspectiva. Esa perspectiva es el compromiso que el museo tiene valórico con la memoria, con los derechos humanos. Eso es bien importante de sostener porque en torno a lo que implicó el 11 de septiembre ha habido también una disputa de significados. Quiero comentar que en Chile, lo pongo como un ejemplo, una muy importante avenida del centro de la ciudad de Santiago se llamó durante muchos años, incluso en el periodo de la democracia, se llamaba Avenida 11 de Septiembre, y que hacía referencia al golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Pero esa referencia, cuando esa avenida se inaugura, todavía en el tiempo de la misma dictadura, se dice que es el día en que el país se libró, entre comillas, de la opresión marxista. Y que ese día tiene que ser recordado por las generaciones presentes y futuras. Y por eso, llamar así a esa avenida. Por cierto, nosotros pensamos que ese día tiene que ser recordado, pero no recordado como querían hacerlo, porque entonces aquí hay una disputa simbólica de qué significa recordar, cuáles son los significados que están asociados a ese recuerdo. Y solo quisiera introducir esta conversación con Patrick señalando que el 11 de septiembre tiene distintos significados. Hablo del 11 de septiembre del 73. Está un primer significado de un día que fue terrible en el sentido de la violación, del comienzo de una violación sistemática de los derechos humanos, con el bombardeo del Palacio de la Moneda, que es el Palacio del Gobierno, pero también fue un día de mucha dignidad, de mucha fuerza y de mucha valentía de quienes se opusieron al golpe, empezando con el presidente Salvador Allende. Entonces, cuando uno habla del 11 de septiembre del 73, no solamente debe hablar de lo que fue la represión, la violencia y la muerte, sino también esa capacidad de resistir desde la vida, desde la dignidad. Y el primero que dio ese ejemplo fue el propio presidente Allende, que entregó su vida para defender al país, para defender a la democracia. Y ese ejemplo de él es un ejemplo que está todavía presente en la memoria nuestra, en la memoria de las nuevas generaciones. De manera que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos necesariamente la historia, el relato que debe hacer, es un relato donde por una parte están las violaciones a los derechos humanos y por otro lado están las resistencias
las resistencias culturales, políticas y sociales a ese régimen de terror. Merci, merci beaucoup Francisco pour cette invitation, pour cette adresse aussi. Je l'entends et je la reçois et elle me fait réfléchir au fond à ce qu'est une date. C'était d'une certaine manière la question de la conférence que j'ai donnée tout à l'heure et au fond ce que c'est que commémorer une date funeste, commémorer un anniversaire, commémorer un acte de fondation, célébré en France le 14 juillet. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. C'est assez facile de faire du lien avec ça. Mais comment on fait de la mémoire, comment on fait de la société avec une date funeste, une date qui ne fonde pas, mais qui détruit. Eh bien, peut-être justement en disant ce que vous dites, c'est-à-dire que la mémoire, l'histoire peut être provisoirement celle des vainqueurs, mais les vaincus n'ont pas dit leur dernier mot. Et aujourd'hui, évidemment, il y a une inversion, il y a un retour de mémoire. Comment faire, par exemple, aujourd'hui, un musée de la colonisation en France? Évidemment, on dira que c'est un musée de l'agression coloniale, c'est un musée de la violence, c'est un musée de la domination, mais ça serait aussi un musée de la résistance, un musée de la ruse des colonisés à retourner l'arme des colonisateurs contre eux-mêmes, parce que la décolonisation, elle commence au fond au premier jour de la colonisation. Donc finalement, la question de l'histoire et de la mémoire, et c'est ce qui nous rassemble, qu'on la fasse dans des livres ou dans des musées, je pense que c'est une question d'émancipation, c'est-à-dire comment on se libère du passé et comment on fait du passé une ressource pour être nous-mêmes, et en particulier les jeunes générations, plus libres. Sí, es como tú lo dices. El 11 de septiembre de 73, Allende da su último discurso como presidente de la República, un poco antes de que se inicie el bombardeo. Puede decirse entonces que el bombardeo de la Moneda significó una derrota de la democracia y un triunfo de quienes dieron el golpe. Y sin embargo, el discurso del presidente Allende es a su vez la primera derrota de la dictadura. Porque él lo que hace es levantar un discurso de tanta dignidad que en adelante va a significar para la dictadura algo imposible de remontar. Pierde desde el comienzo mismo del golpe la legitimidad ante el mundo. Pierde desde el comienzo mismo del golpe la dignidad moral. Y en eso el discurso del presidente Allende fue fundamental. Es muy interesante eso, que en ese momento del 11 de septiembre, ese mismo discurso marca el fin de una época, pero también marca el comienzo de otra época, que es el comienzo de una época de lucha para recuperar la democracia en el país. Oui, effectivement, c'est très émouvant ce que vous dites. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la question de prendre date. C'est-à-dire que il y a au moment d'un échec, d'une défaite, on peut prendre date pour des succès futurs, pour une revanche à venir. Et c'est très exactement, effectivement, ce que le président Allende dit dans ses derniers mots radiodiffusés à la Moneda. Effectivement, il prend acte de sa défaite aujourd'hui, mais il prend date pour les victoires à venir.
Et ça nous dit quelque chose de très fort sur l'histoire, qui est que l'histoire, dans la conception que je m'en fais, c'est-à-dire un peu à la Walter Benjamin, c'est-à-dire à l'idée que finalement rien n'est jamais perdu pour l'histoire. Ça veut dire qu'il y a la chronique de ce qui a eu lieu, mais il y a aussi toutes les promesses non tenues, les expériences. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on revoit, par exemple, la bataille du Chili de Patricio Guzman, on voit que finalement, il a documenté une expérience et même une expérimentation. Et peu importe, non, je ne dois pas dire ça, parce qu'évidemment, pour la vie des gens, c'est terrible, mais à un moment, cette expérience peut échouer. Mais l'histoire, et c'est cela, c'est pour ça qu'il faut faire aussi des musées, l'histoire consiste aussi à faire advenir les futurs non advenus, à relever les promesses non tenues. Et dès lors qu'il y a eu une expérience, on peut toujours la recommencer, on peut toujours la renouveler. C'est ça qui me paraît très important, et ça passe aussi par l'image, parce que ce qui m'intéresse, je ne suis évidemment pas spécialiste de ça, mais ce qui m'intéresse, c'est que la défaite des militaires, la défaite de Pinochet, c'est que ce coup d'État, même s'il est réussi techniquement, il est filmé. Il est filmé par les caméras du monde entier, et d'une certaine manière, les militaires sont tellement sûrs de leur fait qu'ils ne prennent pas parce qu'ils sont sûrs d'avoir raison, ils ne prennent pas le soin de contrôler les images. Et c'est trop tard, et c'est fini. On le voit bien aujourd'hui, le vrai enjeu des pouvoirs autoritaires, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, c'est d'empêcher des images. C'est d'empêcher effectivement que soient filmées les violences et la répression. Mais ce n'est pas possible. Il y aura toujours une image. Et à partir du moment où il y aura toujours une image, il y a toujours de la mémoire, et il y a toujours la possibilité pour l'histoire de recommencer. Sí, muy interesante, porque ya estamos pensando en cuándo vas a estar acá presencialmente en el museo para que sigamos conversando. Pero ahora sí, en ese tema tan importante que estás señalando. Pero lo que sí quisiera comentar contigo es que hemos también hecho una reflexión sobre cuál es el rol de este museo. Y este rol del museo lo hemos asociado a dos grandes principios. Uno es el deber de recordar y el otro es el derecho a la memoria. Sobre el deber de recordar, entendemos nosotros que es una obligación que el país en su conjunto, el Estado de Chile, tiene para con la comunidad internacional y también para las personas que viven en este país. Es una obligación. En Chile se violaron masivamente los derechos humanos y se rompió entonces por parte del Estado de Chile un acuerdo básico, un acuerdo de convivencia, un acuerdo que había sido fundado en un sistema de Naciones Unidas. Pero junto al deber de recordar que obliga al Estado y al país institucionalmente, nosotros subrayamos la importancia del derecho a la memoria. Y entendemos que el derecho a la memoria es un derecho humano. Para nosotros esto tiene demasiada importancia, señalarlo de esta manera. El derecho a la memoria fue perseguido inmediatamente después del golpe militar. No se podían las personas en Chile reunir para celebrar el 1 de mayo. No se podían las personas en Chile reunir para cantar una canción de Víctor Jara o algo de Violeta Parra. La memoria era perseguida. Los libros eran censurados. Los libros eran destruidos y quemados.
La memoria fue perseguida. Nosotros ahora entendemos que cada persona que viene al museo la reconocemos como un ciudadano o ciudadana de la memoria. Cada persona que viene al museo, nosotros estamos admitiendo que tiene el derecho humano a la memoria. Y por eso, lo que ocurre cuando esa persona viene al museo no es una relación vertical, es una relación horizontal, es un diálogo donde a partir de las experiencias, de la formación valórica que cada cual tiene, se establece este ejercicio del derecho a la memoria. Entonces, todo lo que está haciendo tu investigación y tu análisis, Patrick, nos ayuda muchísimo en este gran desafío de relacionar el deber de recordar con el derecho a la memoria. Merci beaucoup pour cette très belle expression qui m'inspire, le droit à la mémoire, qui est une manière effectivement j'allais dire, de réparer le récit historique de manière non verticale, dis-tu, c'est-à-dire aussi en faisant de chacune et de chacun un citoyen de la remémoration. Pour moi, c'est très exactement cela l'histoire. L'histoire, c'est l'art de se souvenir en société de ce dont les femmes et les hommes sont capables, de ce dont ils sont capables. Ils sont capables du meilleur comme du pire, mais d'une certaine manière, je dirais que l'histoire officielle, elle écrase toujours la capacité d'agir des femmes et des hommes en société. Elle minore cette capacité d'agir. Et donc l'histoire, ce qu'elle nous apprend, c'est qu'on peut plus, on peut toujours plus. Et on le comprend mieux au Chili, et c'est pour ça que, évidemment, je serais heureux de poursuivre cette conversation avec toi. On le comprend mieux au Chili parce qu'en France, on ne parle pas de droit à la mémoire, mais on parle de devoir de mémoire, qui est, au fond, une conception beaucoup plus, je dirais, ordonnée, beaucoup plus, j'allais dire, disciplinée de l'ordre du temps. Comme s'il y avait une histoire, que cette histoire, elle était indiscutable, elle était commune, elle était partagée, et que cette histoire, elle était assiégée par des mémoires concurrentes. Mais au fond, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et quand on va au Chili, quand on va d'une certaine manière dans des pays qui ont souffert d'un pouvoir autoritaire qui a voulu imposer un récit vertical, comme tu le dis, on voit que la mémoire sert, pardon, la mémoire collectée. Et ça, c'est ce mouvement de collecte des musées qui demande finalement à une société entière de ramener des photos, des documents, des carnets intimes, c'est-à-dire de documenter elle-même, d'une certaine manière, une histoire qui cesse d'être mensongère parce qu'elle est réparée par les mémoires. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important que, à mon avis, vous comprenez beaucoup mieux que nous, on le comprend en France, dans un pays qui reste très centralisé et très sûr au fond de son histoire. Mais quand justement l'histoire déraille, eh bien, heureusement que la mémoire des gens est là pour la remettre sur les rails. Sí, muy interesante lo que señalas, Patrick, porque aquí también se ha abierto un proceso en que lo que se busca es visibilizar lo que es la participación en la historia de actores que han sido olvidados o invisibilizados. Entonces, cuando el museo ahora cumple 10 años y se visita la muestra, surgen las preguntas que son completamente válidas.
en el sentido de decir, bueno, acá lo que debemos reforzar es, por ejemplo, y que está débil, está presente, pero está fragmentado, lo que fue el rol del movimiento de mujeres y de las organizaciones de mujeres en la lucha contra la dictadura. Y eso es un tema puesto por el propio movimiento de mujeres ahora. O cuando se hace la pregunta respecto de lo que ocurre con los pueblos indígenas, los pueblos originarios, también viene desde los propios pueblos indígenas una demanda de visibilización, de visibilización. Entonces, no es que la historia que cuenta el museo sea una historia estática, es una historia que está abierta también a estos vínculos con los movimientos sociales y con los movimientos culturales. Claro, guardando siempre la fidelidad a los hechos, pero abierta a la construcción comunitaria de esa historia. Y también eso nos implica una resistencia que hemos mantenido hasta ahora frente a las prácticas negacionistas que existen en la sociedad chilena. Y en eso ha sido muy interesante la capacidad de los jóvenes y de la mayoría ciudadana en este país de oponerse al negacionismo. Entonces son dos cosas distintas. Uno, una historia no estática que se construye a partir de los relatos de los distintos actores y movimientos, y por otro lado, un compromiso muy claro desde el rol del museo contra el negacionismo. Oui, je trouve ça très intéressant et la question de la négation, c'est aussi la question du point de vue, au fond, parce que ça, c'est une question pour les historiens, y compris pour les historiens voilà, des périodes anciennes. Moi, je suis médiéviste, mais on se pose toujours la question. Alors, bien sûr, il y a le discours, les discours du vainqueur, le discours du pouvoir, mais il y a aussi la question de où sont les informateurs, où sont ceux qui nous disent ce qui s'est passé, quelle était leur position par rapport à l'événement. Je faisais allusion au cinéma documentaire parce que, évidemment, c'est une des caractéristiques du 11 septembre 1973, c'est qu'il se passe sous l'œil des caméras. Mais une caméra a un cadre, mais elle a aussi un hors-champ. Donc pendant qu'on filme au Stade national, eh ben, il y a de la répression dans les faubourgs ouvriers qu'on ne voit pas, et puis dans les espaces ruraux qu'on voit encore moins. Et là, aujourd'hui, je ne suis absolument pas spécialiste de ça, mais j'ai lu un peu les historiennes et historiens chiliennes et chiliens. Je trouve assez intéressant de voir que ben voilà, c'est une histoire qu'on croit connaître parce qu'elle s'est passée apparemment sous l'œil des caméras, que la répression d'après le 11 septembre, mais les caméras, elles étaient à un endroit, elles n'étaient pas et ce qu'elles ne filmaient pas, ben, il est beaucoup plus difficile de le reconstituer. Et là, on a effectivement un travail qui est un travail social, et c'est là où le musée a toute sa place et son importance, parce qu'il s'agit de collecter patiemment. Es así, y muy así como como tú lo señalas, Patrick. Pero también el museo es muy interesante esta experiencia porque es un archivo que ha ido reuniendo donaciones de muchas personas para que esas donaciones, que son fotografías, que son cartas, que son documentos de toda naturaleza, también registros fílmicos, y eso hace que el museo sea hoy día un patrimonio.
Pero ese patrimonio, la verdad es que es un patrimonio que se debe al patrimonio de la memoria de la gente, eh, de todas las personas. Y eso es lo que le da sentido y fortaleza también al museo. Pero lo otro, Patrick, es que nosotros también nos sentimos parte, yo lo pienso muy así. La tragedia en Chile del 73 es parte de una tragedia latinoamericana. No es solo lo que nos ocurrió a nosotros como país. Está lo que sucedió en Argentina, lo que sucedió en Uruguay, lo que sucedió en Paraguay. Son los años en que se produce un verdadero, es un tema para debatir, pero igual me interesa señalártelo, un verdadero genocidio político. En todos estos países, personas de militancia de izquierda fueron perseguidas, fueron torturadas, detenidas, desaparecidas. No solo es una experiencia en Chile, es una experiencia del conjunto de América Latina. Y por eso siempre hay que pensar la historia de este país como parte de una historia más amplia, de la historia de una región. Y también es muy interesante poder relacionar esta historia de América Latina con la historia europea. Es evidente que es así. Y por eso es tan desafiante la reflexión y la investigación que tú estás realizando. Ben, ça me donne vraiment très envie de poursuivre cette conversation parce que c'est effectivement une conversation sur une histoire partagée. À la fois, elle est partagée humainement parce que voilà, il y a des idées qui ont circulé, il y a des hommes et des femmes qui ont circulé, mais elle est partagée aussi intellectuellement parce que on voit bien que même si les situations sont différentes, au fond, c'est quand même un moment, 1973, c'est quand même une date mondiale. C'est une date mondiale. C'est une date où, de toute façon, tout change dans le monde. Et d'une certaine manière, nous sommes aujourd'hui encore les filles et les fils de ce changement. Alors, même si les situations sont très différentes. Au fond, c'est un moment où il ne faut pas l'oublier. La France, par exemple, regarde le Chili et regarde le Chili comme un exemple, comme une inspiration. François Mitterrand voilà, s'intéresse directement au Chili. Par exemple, j'ai vu que lorsque, en 1970, lorsque Salvador Allende est élu président de la République chilienne, eh bien, le Chili fait la une du journal Le Monde pendant 5 jours de suite. Pendant 5 jours de suite. C'est extraordinaire parce que ça reste quand même un pays très loin de la France, un pays qui n'a pas de rapport direct avec la France en 1970, un pays qui n'est pas un grand pays, qui est un pays qui était relativement calme à ce moment-là. Et pendant 5 jours de suite, eh bien, ça fait les gros titres des journaux. Donc ça prouve que, effectivement, à ce moment-là, ce qui se passait au Chili concernait bien d'autres gens que les Chiliennes et les Chiliens. Voilà. Et c'est ces moments-là où, au fond, l'histoire est plus grande que nous, concerne plus que nous, qu'on a en partage. Voilà. Et il y a eu des moments, effectivement, dans l'histoire de France, où ce qui se passait en France concernait plus de monde que la France. Voilà. Eh bien, c'est vrai aussi au Chili. Claro. Sí, Patrick, y eso está sucediendo ahora también en el Chile actual. También, Oui. a partir de lo que fue el estallido social, de lo que eso significó, ha habido primero una constatación terrible de algo que nuestra generación, a la que yo pertenezco, pensaba que no iba a ocurrir. Sucede que también en democracia
se han violado los derechos humanos. Y esto es muy fuerte para nosotros. Y lo que se le pide a este museo también es esta capacidad que tendremos que conversar cómo se hace, de relacionar históricamente los momentos de antes con los momentos actuales. Y hay un sustrato que tiene que ver con los derechos humanos y con el valor de la democracia y de la participación, que han sido hoy también mancillados. De manera que tenemos el camino abierto para una reflexión muy profunda y muy participativa, que con la ayuda tuya, Patrick, puede ser muy fructífera para nosotros. Ben, merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux de cette conversation et très reconnaissant aussi de votre confiance et très impatient surtout de poursuivre ces échanges au Chili, j'espère. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Merci. Merci beaucoup. Merci. Muchas gracias a todos y todas por haber participado y haberse conectado en nuestras plataformas para participar de esta charla magistral. Esperamos que hayan podido disfrutar de ella. Y bueno, nos despedimos agradeciendo nuevamente a Patrick Boucheron, para agradecer también al Teatro Nacional de Bretaña en esta conferencia que ha sido presentada en el marco de la colección de ciclo de conferencias Encontrar la Historia, Patrick Boucheron en Chile, realizada con el apoyo del Instituto Francés en París. Y nuevamente agradecemos también al Instituto Francés en Chile y también a todo el equipo del Museo de la Memoria que hizo posible también realizar este evento. Así que muy buenas noches.